Salut les amis, très contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'heure dorée. Aujourd'hui, on rencontre Bianca Farinaccio, jeune étudiante dans le domaine du travail social. Elle a un parcours tout en couleurs et on aborde différents sujets, que ce soit l'animation, que ce soit l'intervention ou même la violence conjugale. Alors sur ce, je vous dis bon épisode et on se revoit dans 2 semaines. C'est juste pour dire que ça a sûrement, tu sais, oui, OK, là, on en parle peut-être un peu plus, peu importe, mais c'est parce que le confinement, ça l'amène ça. Déjà que la violence conjugale, c'est déjà un problème qui est important avant. Là, c'est encore plus présent, là, en ce moment. Là. Les femmes en vivent encore plus, les hommes aussi. Fait qu'il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous mettiez plus de lits, il faut que vous aidez à ce que les maisons d'hébergement créent plus de place. Je ne sais pas comment vous pouvez faire ça, là, mais donnez au moins les fonds là, pour qu'ils soient capables de survivre là, à la pandémie, là. Honnêtement. Ben, tu sais, on repense aux travailleurs essentiels, justement, au début de la première vague, ou qui ont ouvert des lits dans les hôtels, les motels. Mm-hmm. Je veux dire, je pense qu'il y a des hôtels puis des motels qui manquent pas de lits. 100%. Fait que s'ils ont été capables de les faire pour les travailleurs essentiels, je pense que c'est une option qui est viable pour cette clientèle-là. Tout à fait. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous avons en notre compagnie un tout nouveau petit bébé chiot. Donc, dans un premier temps, je voulais vous le présenter parce que ça se pourrait que vous l'entendez faire ses petits bruits de bébé puis se déplacer dans notre local. Donc, il s'appelle Katz, mais c'est un chiot, je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous recevons Bianca Farinaccio. Bonjour Bianca. Allô Claudine. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Donc, Bianca, 23 ans, étudiante. Je l'ai rencontrée dans un ancien milieu de travail. On a eu facilement une complicité, si je me trompe pas. Tu te trompes pas. Super sociale, souriante, avec de l'énergie même à 8 h le matin. On avait ça en commun, on était assez énergétique même le matin en rentrant. Donc, facilement, on a développé une belle amitié. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir la rencontrer, surtout pour son parcours d'école. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait totalement plaisir. Donc, on va commencer pour en connaître davantage sur toi. Oui. On va y aller par, tu viens de Repentigny. Comment que c'est chez vous le modèle familial? Ben dans le fond, oui, j'habite à Repentigny depuis que j'ai 4 ans. Avant ça, j'habitais avec mes parents, dans le fond, à Pointe-aux-Trembles, mais tu sais, c'était pendant les 3 premières années de ma vie, donc je m'en rappelle pas vraiment. Aussi, j'ai un petit frère. Mon petit frère a 19 ans, donc on a 3 ans et demi de différence. J'habite avec mes parents depuis que je suis jeune, ils sont encore ensemble aujourd'hui. C'est un beau modèle familial parce que d'un sens, ça me montre que l'amour, c'est possible à long terme. Oui, tu sais, c'est pas une famille qui est parfaite. Oui, on chicane, oui, on rit, oui, on pleure, mais je pense que c'est une famille normale, là, dans ce sens. Puis en temps de pandémie, ta famille normale, est-ce qu'elle se tient encore les coudes? Comment ça se passe? C'est peut-être un petit peu plus difficile. Ma mère, techniquement, est femme au foyer, fait qu'à la base, elle est tout le temps à la maison, sauf qu'avant ça, ben moi, j'étais pas à la maison, mon frère non plus, mon père travaillait, tu sais, des 12 heures par jour dans la construction. Puis là, maintenant, mon père a été arrêté parce qu'il y a des problèmes aux genoux. Donc là, c'est comme tout le monde à la maison en même temps. Moi, c'est moins pire maintenant avec mes stages, mais avant, on était tout le monde ensemble, puis c'était vraiment difficile là, de se côtoyer 24 heures sur 24. Là. Même si on s'aime bien gros, là, on a tous des caractères, justement, puis ça s'entrechoque là, à certains moments. C'est là qu'on voit que la génétique, hein? Oui, totalement. Je suis pas élevée par le voisin, tu sais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça amène quelques frictions. C'est ça. Ta relation avec ton frère?
Ah, ma relation, ça va super. Bon, on est super proches. Quand on était jeunes, c'était différent, là. Il me gossait vraiment beaucoup. Mais en vieillissant, on s'est vraiment rapprochés. Puis on a beaucoup de points communs ensemble, là, aussi. Donc, c'est sûr que ça l'aide pour la relation. Il est toujours là, en fait. Il vient tout le temps me voir s'il a besoin d'aide, il a besoin de quelque chose, peu importe. Là, je suis un peu sa référence, je pense. Puis c'est le fun de savoir qu'on est autant l'un pour l'autre, là, en tout cas. Je comprends ce que tu veux dire. Merci. Ce que j'ai pu voir dans mes petites recherches, Cégep de la Naudière à l'Assomption et Terrebonne aussi. Avant même d'avoir été au Cégep, comment s'est passé ton primaire, ton secondaire? Primaire, ben ça s'est bien passé. Écoute, j'ai fait mon primaire dans la même école toute ma vie, et mon secondaire aussi dans la même école. Primaire, ça s'est bien passé, j'avais des bonnes notes, j'ai rien de spécial à dire là-dessus. Au secondaire, j'avais ma petite clique d'amis, c'était toujours les mêmes personnes, puis ça s'est bien passé aussi. C'est en secondaire 5, il fallait qu'on choisisse justement où qu'on voulait aller au cégep ou qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie. J'étais pas trop sûre de ce que je voulais m'en aller. Finalement, j'avais décidé de m'inscrire en intervention en délinquance à Maisonneuve. Par contre, j'ai décidé à la dernière minute de ne pas y aller parce que ça ne me tentait plus de faire ça. Donc, j'ai aidé en dernière minute en sciences humaines à l'Assomption. J'ai coulé 3 cours sur 7. J'ai détesté le cégep. Je ne voulais plus jamais y retourner. Donc, j'ai complètement lâché le cégep à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a découragé du programme c'était les cours. en intervention en délinquance? En intervention? En fait, c'est juste que sur le moment, je voulais devenir agent de probation. C'était un peu ça mon objectif. Puis à la dernière minute, j'avais décidé que je voulais devenir animatrice, genre journaliste à la télévision. Donc, c'était pas du tout. J'ai juste changé à la dernière minute d'idée. Donc, c'est pour ça que j'ai changé. Là, tu me parles de journalisme. Qu'est-ce qui t'a attiré vers... Parce que là, on parle de... Ça n'a absolument aucun lien. Intervention en délinquance, journalisme. À cet âge-là, j'avais plein d'idées. J'étais créative, j'avais beaucoup d'ambition. Je savais pas où me pitcher, je pense. Puis en secondaire 5, on avait fait un oral, je m'en rappelle, sur... un oral à 2, puis en tout cas, mon oral, ça s'est vraiment bien passé, puis j'avais joué, justement, j'avais fait une mise en scène, puis j'étais une journaliste, puis j'ai eu 100% à mon oral. Fait que quand j'ai vu ça, puis j'avais présenté l'oral à ma mère, puis tout, puis t'es comme, t'es vraiment bonne, Bianca, tu te présentes vraiment bien, t'as vraiment un bon parler, puis je me suis dit, hey, pourquoi je deviens pas journaliste? Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis finalement, j'ai changé d'idée quand j'ai su qu'il fallait que j'aille genre à Jonquière pour le faire. Donc là, c'est ça qui s'est passé après. Donc, le voyagement, c'est pas des choses qui... Ah, je voulais pas m'en aller de chez nous, là. J'avais 17 ans, oublie ça, là. C'était traumatisant pour moi de quitter mes parents. Fait que toi, c'était le détachement du nid familial, t'étais pas prête à ça. 100%. L'énergie nécessaire pour l'intervention sociale et le journalisme sont quand même semblables? Ben, je pense que oui. Ben, d'un sens, tu sais, j'aime beaucoup l'animation encore aujourd'hui, donc je fais de l'animation justement quand j'ai travaillé avec toi, tu sais, à l'autre organisme. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse, fait que je pense que d'un certain point, je retrouve ce côté peut-être journaliste dans le milieu actuel dans lequel je suis. Fait que je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Quand on parle justement de l'autre milieu aussi, tu faisais des capsules informatives. Mm-hmm. Puis je pense qu'on a pu mettre un peu plus ton côté journalistique de l'avant à ce oui. moment-là. Mais super à l'aise devant une caméra, super à l'aise avec des micros, c'est pas des choses qui te stressent. Tout à fait. Fait que même en animation, je veux dire... Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a stressée de parler devant des gens. Oui, c'est sûr qu'il y a un petit stress, mais c'est un petit stress positif au début, puis ça part automatiquement après la première minute que je discute avec la personne, là. Mais je pense qu'on l'a tout un petit peu, ce petit au début. On l'a eu là, tu sais. Ben oui. Fait que là, on arrive, t'as été démotivée par ton premier programme tout à qui fait. était sciences humaines auquel t'as vraiment pas adhéré. Mm-hmm. Tu t'en vas, tu fais quoi après ça? J'ai travaillé pendant 1 an. Je travaillais déjà dans un IGA, donc j'ai pris le poste de superviseur. Je me suis dit, bon, tant qu'à pas aller à l'école, je vais travailler au moins, puis je vais ramasser de l'argent en attendant de trouver où je veux m'en aller. Puis là, en travaillant au IGA, justement, j'ai pris conscience que je voulais pas passer ma vie au IGA, que je voulais faire quelque chose de plus de ma vie parce que j'allais pas être heureuse en travaillant là-bas, même si j'avais les capacités pour justement monter plus haut dans la compagnie. Donc, je me suis posé la question un moment donné. Je me suis dit, OK, Bianca, qu'est-ce que t'aimes? Fait que là, je me suis répondu. Je me suis dit, bon, ben, j'aime les gens.
j'aime les gens. Je me dis, OK, je veux travailler avec les gens. OK, c'est un bon début. Déjà, à la base, c'était comme le service à la clientèle qui t'interpellait. C'est ça. Tu sais, service à la clientèle, aider les autres, tu sais, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis là, je me suis dit, OK, quel sujet sinon qui m'intéresse? En quoi est-ce que je pourrais aider les gens? Donc là, j'ai pris conscience que la toxicomanie, les drogues, l'alcoolisme, c'est des sujets, les dépendances, tout ça qui m'intéressait énormément. Donc je me suis dit, OK, ben je pourrais devenir intervenante en toxico. Donc, c'est pour ça, par la suite, qu'on m'a dit, ah, ben là, inscris-toi en travail social. Dans ce cas-là, tu as plus d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi, puis tu vas avoir plus de marge. Puis en plus, il y avait un cégep juste qui offrait le programme à 20 minutes de chez moi. Donc, j'ai décidé de m'inscrire par la suite en technique de travail social à cause de cette idée encore. Puis quel défi s'est présenté devant toi à cette étape de la vie? Ben, au début, en fait, ma technique, ça s'est super bien passé. J'avais des super bonnes notes. Je pense que je suis vraiment à ma place en tant que telle. Par contre, à la 3e année d'école, on a un gros stage qui nous demande de faire. La première session, en fait, c'est la 3e session, c'est un stage 2 jours semaine avec des cours. Puis rendu à la 6e session, c'est un stage 4 jours semaine avec un cours. Mais les stages, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup autant, en fait, ça nous demande beaucoup à nous. Il faut se déplacer, il faut faire nos journées de stage, on n'a pas le choix de les faire. Puis, tu sais, c'est demandant parce qu'on est en apprentissage en tout temps. Puis aussi, on s'en va dans des milieux qu'on ne connaît pas aussi nécessairement. Moi, j'ai été en violence conjugale. Donc, pour la première session, ça s'est quand même bien passé. Je pensais que c'était un domaine que j'appréciais beaucoup parce que c'est quelque chose, c'est justement une problématique qui me touchait énormément. Mais j'ai pris conscience aussi, justement, je n'étais pas capable de mettre mes limites par rapport à comment je pourrais dire ça, ma différence... Ta distance professionnelle. Oui, c'est ça, ma distance professionnelle et aussi émotionnelle, justement, avec la situation des autres. Donc là, j'avais des problèmes aussi un petit peu dans ma vie, ça n'allait pas bien, j'étais épuisée, il fallait que je travaille en même temps d'avoir mes stages puis d'aller à l'école parce que j'ai des choses à payer comme tout le monde, hein. Je suis étudiante, mais j'ai des choses à payer. Donc, j'ai fini par justement faire un burn-out puis perdre connaissance dans ma cuisine en plein milieu de ma session. Je le savais que j'allais pas bien avant ça, mais je voulais pas m'arrêter parce que je voulais finir. Je me disais, il me reste seulement 3 mois, puis après ça, je prendrai congé, puis je serai seule et j'aurai beaucoup de plaisir rendu là. Je me relaxerai, mais finalement, c'est pas arrivé. Donc, j'ai dû arrêter ma session en plein milieu de ma dernière session d'école. Puis, j'y suis retournée un an après. Donc là, en ce moment, je suis en train de refaire mon stage, même si ça a été difficile sur le moment de me dire, OK, j'ai tellement voulu finir en même temps que tout le monde, ça a tellement été difficile de l'accepter que justement, moi, qui avais tant d'ambition, qui était tout le temps parfaite, qui voulait tout le temps être parfaite, de tomber, que maintenant, je suis fière justement de l'accepter, puis d'être rendue où je suis, puis que mon stage, ça va super bien. Donc là, en ce moment, je pense que j'ai relevé un gros défi aussi au niveau personnel, d'être capable de comprendre mes limites, puis de les appliquer, justement. Est-ce que justement le respect de tes limites est plus actuellement possible? Je pense que oui. J'ai une certaine, tu sais, oui, en ce moment, je suis avec les jeunes adolescents entre 12 et 17 ans qui vivent des problèmes au niveau des conflits familiaux, l'itinérance, au niveau de réadaptation au niveau social. Donc, je pense que oui, parce que je vois je les perçois plus, je vois vraiment la possibilité de pouvoir qu'ils ont en eux-mêmes de changer ou de s'améliorer. Je sais pas pourquoi, on dirait que les jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux, ils ont toute la possibilité, justement, de réussir, puis je vois vraiment le potentiel en eux. Peut-être que c'est à ce niveau-là. Les femmes violentées, peut-être que je les voyais plus comme une victime. J'avais de la difficulté à leur redonner pouvoir en eux, peut-être, à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être, vu que ça me touchait plus, c'était plus difficile qu'en ce moment où ce que je vois leur potentiel de changer, tu sais. Avant de parler de ce côté-là plus difficile, peux-tu nous faire découvrir un peu l'horaire d'une stagiaire dans le domaine social quand ça ressemble à quoi? L'horaire d'une stagiaire? Bien, mettons, en ce moment, mon horaire, je fais du lundi au vendredi, du lundi au jeudi à mon stage, je fais des 8 heures par jour. Mes horaires changent, c'est soit du 7 à 3 ou du 3 à 11, dépendant des jours, pour que je voie justement le milieu, mettons, de différentes façons. Le vendredi, j'ai un cours de 2 à 5.
Moi, je travaille le samedi, puis j'ai pris la décision de me garder mon dimanche off parce que j'ai besoin de, justement, avoir une journée pour moi, hein, comme tout le monde. Que tu n'avais peut-être pas fait la première fois. Que je ne faisais pas, que je faisais du 7 jours semaine sans arrêt. J'avais des cours tout le temps, je travaillais. Si c'est sûr que si j'avais pas un cours, je travaillais. Donc, d'où vient le fait maintenant de respecter mes limites. Puis en même temps, c'est la réalité que je pense que la majorité des stagiaires ont au début. Parce que si on a besoin d'argent, Oui. On a besoin de se sentir bon. Tout à fait. Fait qu'on veut être en action. Puis on se dit justement, il faut finir en même temps que le reste de la gang. Parce que même si les autres ne te jugeaient pas ou ne se moquaient pas de toi, pour soi-même, l'orgueil mal placé, des fois, la fierté mal placée, il faut y aller. Puis tu te dis aussi, moi, ce que je me disais, c'est comment que les autres y arrivent? Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Ouais. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas les capacités d'y arriver quand que j'ai été capable pendant les 2 ans et demi qui viennent de passer de le faire? Pourquoi est-ce que maintenant, c'est là que ça arrive puis que je suis plus capable? Puis finalement, c'est peut-être que je me suis rendu compte que peut-être qu'eux aussi étaient juste plus capables. Tu sais? C'était peut-être juste que moi, ça s'est concrétisé plus rapidement qu'eux. Ça s'est manifesté physiquement. Peut-être qu'eux, c'est le soir dans leur lit. Tout à fait. Ils l'ont peut-être pas manifesté non plus de manière à comme que toi, ça s'est fait là, dans ta cuisine, tu sais. Si j'avais pas perdu connaissance, j'aurais sûrement pas arrêté non plus ma session non plus, là, tu sais, ça a été, dans le fond, bénéfique pour moi que ça arrive, parce que sinon, je me serais pas arrêtée, puis qui sait ce qui aurait pu arriver par la suite aussi, là. Selon toi, pourquoi il y a tant de compétition, autant à l'interne qu'à l'externe, dans ce domaine-là? Honnêtement, je pense que les cotères, là, la cotère, premièrement, si tu dis que tu veux aller après à l'université pour terminer, pour avoir un bac, puis faire partie de l'ordre des professionnels, faut que tu aies une cotère de feu. Juste aller à Montréal, je pense que en ce moment, c'est 28 ou 29 de cotère. J'ai pas 28 ou 29 de cotère, puis j'ai des 90 dans mes cours, là. C'est parce que les moyennes sont de genre 85. Tout le monde a des bonnes notes, fait que ça fait qu'on est incapable d'augmenter nos cotères. Puis là, on est comme pogné là-dedans à toujours vouloir être plus bon. Pour être capable, en tout cas, pour ceux qui veulent aller à l'université, peut-être plus à ce niveau-là. Ceux qui veulent aller à l'université? Je faisais partie de ceux qui voulaient aller à l'université. Okay. Puis après, j'ai pris la décision pour ma santé mentale de travailler peut-être pendant 1 an puis essayer de rentrer par la suite au niveau... avec l'expérience de travail. Comme ça, j'ai pas justement... Anyway, je l'ai pas, la cotère. Même si je voudrais, en ce moment, je l'ai pas, puis je vais finir mon cégep. Donc... Comment le cégep t'accompagne dans ce parcours-là? Les professeurs sont vraiment présents. Je dirais pas qu'ils sont pas présents. Sont fins, écoute, ils savent, ils essayent de nous accommoder. En tout cas, la majorité, c'est sûr que je vais pas généraliser tout le monde, mais j'ai des professeurs qui me disent « OK, bon, ben là, en ce moment, j'ai dit, écoute, là, je peux pas te le faire pour là. Est-ce que c'est possible que je te l'emmène dans une semaine? Ou la semaine prochaine, c'est correct pour toi? » Généralement, ils sont vraiment très accommodants à ce niveau-là. Ils savent, surtout en temps de pandémie, que c'est difficile. Donc, ils sont très... comment je peux dire... Ils nous accommodent beaucoup à ce niveau-là. Puis, quels sont les outils qui sont offerts ou qui ont été proposés? Ah, mais ils ont proposé beaucoup d'outils, là, honnêtement. Ils en ont proposé soit au niveau, justement, au niveau des dates, là, premièrement, au niveau des dates, au niveau des professeurs. Sinon, l'école a proposé de l'aide au niveau psychologique aussi pour les étudiants. Puis après, ils nous envoient des messages aussi en continu, là, vraiment. Là, chaque 2 semaines, on reçoit un message de l'organisation scolaire. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de ci, ça, on est là pour vous. Donc, pour ça, je pense que l'école essaie de nous offrir, en tout cas, le soutien dont on a besoin en ce moment. Est-ce que l'école, elle reçoit, tu penses, le soutien nécessaire pour vous soutenir? Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas vraiment à l'école non plus en ce moment, donc ça, je ne le sais pas. Mais j'imagine que... J'en ai aucune idée, honnêtement. Tu l'espères? Je l'espère. On revient à la situation à ta cuisine ce matin-là. Oui. Comment as-tu vécu cela? Puis quelles émotions, les pensées t'ont passé par la tête? Écoute, sur le moment, j'étais juste assis à terre dans ma cuisine, puis j'avais mes parents qui étaient devant moi, puis qui me disaient « Bianca, réveille-toi. » Puis je comprenais pas. J'étais comme, mais pourquoi mes parents sont assis? Pourquoi je suis assis dans ma cuisine? Pourquoi mes parents sont devant moi? Pourquoi ils me parlent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont l'air de capoter, genre? Puis là, finalement, après, bref, j'ai fini par me réveiller, ils m'ont aidé. C'est ça, j'ai été malade. Puis finalement, quand le lendemain, je me suis réveillée, je me suis plus dit, OK, c'était-tu un rêve, ça?
OK. Je me suis demandé si ça s'est vraiment passé, parce que pour moi, c'était pas logique. Puis après, j'ai fait j'ai vraiment mal au front, tu sais, quand je suis tombée sur la tête, puis après sur mon front. Fait que quand je suis tombée, quand j'ai réalisé que j'avais mal au front, je me suis dit, ouais, c'est parce que c'est vrai, là. T'étais vraiment tombée, là. Puis je suis allée travailler. Hein? Je suis allée travailler ce matin-là. Ouais. Et comme je vous disais, j'étais vraiment... je voulais réussir, puis je me disais, mon collègue peut pas être tout seul, il s'en sortira pas tout seul ce matin, c'est juste un 3 heures. Mon chiffre, c'est un 3 heures. Je vais y aller, hein. Et rendu là-bas, je voyais flou, je me tenais après les murs pour marcher, là. C'était vraiment stupide de ma part, honnêtement. Puis c'est là que je me suis dit que je pouvais pas continuer, là. Faut que je prenne un break, puis j'aille au médecin, là. Ça suffit. C'est un peu le gros défaut de la majorité des intervenants. On veut tellement penser aux autres, prendre soin des autres, que... On s'oublie. Il t'est arrivé de quoi? Tu aurais pu avoir un accident, puis tu te dis, ah non, il faut quand même que je me rende au travail. Mais on oublie qu'on est notre outil principal. 100%. Sans nous autres, on peut pas travailler, là. En effet. Puis je pense que si on prend pas soin non plus, puis qu'on est constamment envahi par nos problèmes nous-mêmes personnels, on n'est clairement pas disposé à pouvoir aider l'autre. 100%. En intervention, on parle souvent d'empathie versus de sympathie. Oui. Comment tu traitais ça à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais eu une relation très difficile avec mon ex-copain à ce moment-là. Il n'était pas très gentil avec moi, donc le fait d'être en violence conjugale, moi, je réalisais pas non plus, tu sais, que c'est ça que je vivais d'un certain sens. C'était pas aussi intense, peut-être, que justement les femmes avec qui j'étais. Mais moi-même, j'en prenais pas conscience que j'en vivais. Puis quand c'est terminé, c'est là que j'en ai pris conscience. Puis j'étais arrivée dans une de mes rencontres avec une de mes suivies. Puis là, elle me parlait, puis j'avais checké le dossier rapidement, mais pas à 100%. Puis là, elle m'a dit le nom de son chum, elle me parlait, puis là, elle me dit, on va sortir, je vais dire un nom comme ça, on va dire Martin, là. Ah, tu le sais, Martin, blablabla. J'étais comme, Martin, c'est qui Martin? Elle dit, c'est mon ex-conjoint. Puis mon chum, mon ex-copain à moi, il s'appelait Martin aussi. Fait que sur le moment, oublie ça, pendant la rencontre, j'étais complètement ailleurs, puis j'étais incapable de te comprendre. Puis par la suite, après ça, la semaine d'après, c'est là que suivi justement mon épisode et tout, que j'ai dû arrêter. Fait que je pense que tout ça, ça l'a comme enchaîné à ce niveau-là. Puis la sympathie, elle a embarqué totalement, là. C'est comme, j'étais même plus dans l'écoute active, j'étais juste plus là. Fait que c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai de la difficulté au niveau de l'empathie et de la sympathie. C'est ça que j'ai réalisé. Pourtant, l'empathie, ça va très bien dans les autres domaines de ma vie, là, à ce niveau-là. Tu sais, avec les jeunes, j'ai vu de l'empathie, non de la sympathie. Les personnes âgées aussi. Mais vraiment, cette clientèle-là, il y a de quoi qui vient me chercher, puis c'est difficile à ce niveau-là. Tu as comme touché personnellement, fait que c'est... Un peu... Ouais, un peu, tu sais, on dirait que je le vois plus le pattern maintenant. Puis, tu sais, je l'ai pas vécu à 100%, j'ai eu la chance que ça n'a pas duré longtemps non plus, ma relation, ça aurait duré longtemps, ça aurait sûrement évolué à un certain stade aussi. Mais, en fond, je suis vraiment contente depuis être avec lui. Oui, c'est ça. Tu dis que ta situation n'était pas aussi intense que tes usagères, mais la douleur, l'intensité... Est-ce que tu penses que ça peut se comparer à chacun qui le vit? On peut pas comparer ça. De toute façon, justement, l'intensité, ce qu'on ressent, c'est différent de chacun. Mais c'est juste pour dire, dans le fond, que de pas s'inquiéter, tu sais, j'ai pas été martyrisée, là, ça va super bien ma vie, là. j'ai pas des énormes séquelles de ça, mais tu sais, c'est juste pour dire que c'est là que j'ai réalisé l'ampleur, puis que maintenant, aujourd'hui, j'ai passé à travers tout ça, puis j'avance là-dedans, puis je sais reconnaître les signes. Tu sais, justement, ça m'a aidé d'avoir fait un singe là-dedans, puis d'avoir vécu quelque chose par rapport à ça. Donc, je me préviens, puis je peux prévenir aussi les autres alentour de moi, tu sais. Ça nous amène à mon moment doré. Oui! Donc, la fierté, l'accomplissement que tu nous as avancé tantôt, qui était par rapport à ton retour à l'école. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Ben oui, je suis tellement fière. Écoutez, en ce moment-là, je fais mon stage justement avec, comme je disais, avec les jeunes de 12 à 17 ans. Puis ça va bien, ça va super bien. En ce moment, je gère mon temps. Je suis capable de mettre mes limites. Je suis capable aussi de faire
c'est encore un petit peu à travailler, tu sais, mais de faire quand je suis chez moi, je suis pas, tu sais, je suis pas au travail, même si c'est un stage, là, c'est comme un travail rendu là. Je suis pas là, tu sais, j'essaie vraiment de garder une certaine distance émotionnelle puis de m'obliger à en garder une, justement, pour être capable de garder mes certaines limites, puis que de nommer aussi mes limites à mon stage. T'sais, des fois, là, je suis fatiguée, là, puis je suis brûlée, là, puis des fois, j'ai accumulé des heures, donc je leur dis clairement, écoute, moi, je vais partir plus tôt ce soir, parce que je suis fatiguée, j'ai des affaires à faire. Puis, mais avant, j'aurais jamais fait ça. Avant, c'est quelque chose qui me oh mon Dieu, je peux pas partir plus tôt, tu sais, blablabla. Maintenant, je le mets, ou sinon, je vais rentrer demain matin 1 heure plus tard parce que si, tu sais, je le mets, puis je m'affirme, puis je me sens bien aussi là-dedans, puis c'est mieux comme ça, je pense. Est-ce que c'est respectueux des deux bords, dans le sens que... À 100%. Mon milieu est très, très, très coopératif. L'école aussi en ce moment, là, donc tout ça va super bien à ce niveau-là. Puis, fait que je suis vraiment fière en ce moment que tout aille bien à mon stage. Ouais, c'est super. Puis qu'est-ce qui te motive à continuer à te respecter, dans le fond, davantage sur ça? Je pense que c'est le sentiment de bien-être, peut-être, que ça m'apporte. OK. Tu y as touché, fait que tu veux pouvoir toujours Oui, c'est ça. y avoir accès. Oui, c'est ça. J'aimerais ça, garder ce sentiment-là, de me dire, OK, oui, j'ai la possibilité, j'ai des choix à faire, puis j'ai le droit de respecter mes propres choix moi-même. Puis honnêtement, ça m'apporte une grande fierté d'être capable de le faire maintenant. Puis pas juste au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, interpersonnel, tu sais, avec ma famille, avec... Oui, c'est ça, je me sens plus coupable, puis je me sens correcte, justement, de dire, OK, oui, j'ai mes limites, c'est correct, je respecte. Toi, c'est quoi tes limites pour que moi aussi, je les respecte, tu sais? Ça va dans les deux sens aussi, là. Donc, maintenant, je suis plus à l'aise de parler de ça aussi. Fait qu'en même temps, tu le partages avec les autres autour de toi aussi, puis tu fais en sorte aussi que tes amis, ton entourage, respectent davantage les leurs. Fait que je pense que c'est une belle mission accomplie. Ben oui, j'espère. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer d'aller de l'avant? Parce que là, tu me disais que tu avais le goût de lâcher. Là, tu as une démotivation pour l'université. Tu dis que tu vas prendre peut-être 1 an. Mais qu'est-ce qui t'a quand même motivé à te dire, OK, j'y vais faire le stage, là, tu sais? En fait, c'est ma technique, là. Honnêtement, je voulais avoir mon diplôme, là. Je me suis dit, écoute, Bianca, là, regarde, il te reste ça à faire, là. C'est juste ça qui te reste, là. T'as déjà foiré la première fois pour certaines raisons, justement. Mais là, t'es capable de le faire. Tu sais, honnêtement, je veux pas paraître prétentieuse en disant ça, mais je le sais que je suis capable de le faire. On a toutes les capacités de le faire, on a toutes les capacités en dedans de nous, c'est juste qu'il faut aller les chercher puis il faut les exploiter de la bonne façon. Fait que je me suis dit, t'es capable de le faire, il te reste juste 4 mois, là, donne un coup, vas-y. Puis je me suis arrangée aussi au niveau financier avant, tu sais, j'avais 1 an pour me préparer. Donc, je me suis préparée pour me garder de l'argent de côté pour être capable de justement payer mes affaires puis travailler 1 journée semaine seulement puis garder justement une certaine stabilité mentale, tu sais. Tu te retrouver avec un 7 jours dans l'agenda, puis de plus avoir de moments possibles pour toi-même. Tout à fait. Parce que je pense que c'est une des choses qui est importante quand on jongle entre l'étude, le travail, les stages, parce que souvent c'est ça, tu étudies, tu travailles, tu fais ton stage, tu peux pas arrêter d'étudier, parce que tu as quand même des choses à encore apprendre et à mettre en application pendant tes stages. Tout à fait. Fait que je pense que c'est ça un peu la clé pour continuer, c'est d'avoir dans cette grosse horaire-là un horaire qui dit « Ah oui, moi, en premier aussi! » J'existe, je suis là. Mon moi à moi, là, il est là. Il n'y a pas juste le moi professionnel qui existe, là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis ça, je pense que ça amène une grosse différence dans tout le parcours scolaire. Mm-hmm. En même, tu vis maintenant une double réussite. L'obtention de ton diplôme et le fait d'établir un cadre qui te permet de réussir puis de t'épanouir. 100%. En ce moment, ça va bien à ce niveau-là. Mais c'est vraiment nice parce que je me dis, tu sais, après, comme tu dis, tu vas peut-être prendre 1 an avant de retourner à l'université. Mais je pense que justement, ça va être encore plus fructueux pour mettre les 2 pieds là. Tout à fait. Puis avec tout dépendant le nombre de cours que tu veux prendre, est-ce que tu vas le faire à temps plein, à temps partiel? Mais je pense que ça va être très gagnant pour toi. Ben c'est ça que je me suis dit, tu sais, je voulais le faire au début, quand il y a 2 ans, quand j'avais pensé à l'université, je voulais le faire comme en 2 ans, aller à Québec, au pire, faire ça vite, finir, ou le faire en 3 ans ici, rapidement. Puis après, je me suis dit, écoute, Bianca, tu vas quand même avoir ton diplôme en technique de travail social. Tu peux le faire à temps partiel, au pire, ton bac, plus tard dans ta vie, si jamais il y a de quoi. Puis c'est pas grave. J'ai commencé à me laisser un lousse, à me dire, hey, c'est pas grave, t'es pas parfaite, c'est correct. Je sais qu'il était difficile avant. T'essayais d'atteindre la perfection. Inatteignable, dans le fond, parce qu'il n'y en a pas. Là.
Puis c'est pas parce que j'ai des parents qui m'ont, tu sais, puis c'est justement, c'est pas parce que j'ai des parents qui me disaient « Faut que tu réussisses, faut que tu réussisses, faut que tu réussisses ». J'ai des parents qui sont très, très compréhensifs à ce niveau-là, que c'est eux-mêmes qui étaient comme « Tu dois prendre un break, t'as-tu besoin d'argent, t'as-tu besoin qu'on t'aide ou peu importe », ils sont super gentils. Mais c'est moi-même qui me poussais puis qui m'obligeait à être parfaite. Pourquoi? Je le sais pas. Mais ça, c'est encore à voir avec moi-même. Tu sais que c'est pratiquement inatteignable. Hein? C'est ça. Puis encore là, tu pourrais être parfaite aux yeux de quelqu'un, puis Oui. imparfaite aux yeux de quelqu'un d'autre. Fait que c'est quoi la perfection? C'est justement. Pourquoi crois-tu qu'il y a autant de pression à atteindre certaines étapes sociales nécessaires, telles que diplôme, maison, enfant? Honnêtement, mon diplôme, je pense que c'est vraiment... C'est pas les autres qui m'ont mis la pression, c'est moi-même. Quand je me suis dit, je vais retourner à l'école justement en travail social, je me suis dit, OK, là, Bianca, tu donnes un coup de pied, là, puis tu le fais. Parce qu'on dirait que j'avais tout le temps l'habitude d'abandonner, tu sais, des fois, là. C'est vraiment, ça me tente pas, je change d'idée. Là, je me dis, non, là, tu le fais, là, puis tu sticks, puis tu le fais, puis tu vas y arriver, puis t'es capable, tu sais. J'avais eu une mauvaise expérience au cégep, tu sais, 1 an et demi avant. Puis là, je m'étais dit que je suis pas bonne au cégep. Puis là, je me suis dit, non, Bianca, t'es bonne, t'es capable, tu vas y arriver. Donc, je me suis vraiment poussée à ce niveau-là. C'est moi-même qui s'est forcée, tu sais, à retourner justement à l'école pour me donner autant de pression. Je me suis dit, OK, là, tu vas justement pas travailler. Je voulais pas travailler beaucoup en même temps dans l'école au début. Je me suis dit, OK, là, tu te pousses dans tes études. Si tu travailles pas tant que ça pour faire du... Si tu fais pas de cash en ce moment, là, t'es mieux de te pousser dans tes études. Puis ça, c'est moi-même qui m'ai comme implanté cette vision-là, tu sais, de ce que je devais être puis ce que je devais faire. Puis pour le reste, moi, j'ai pas vraiment de... Tu sais, le mariage, les enfants, tout ça, c'est pas quelque chose qui me stresse au niveau de la société, puis tout personnellement, parce que j'ai des parents qui m'ont jamais poussé là-dedans aussi, tu sais, qui m'ont jamais dit, tu sais, mes parents sont pas mariés, ça fait 23 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont jamais mariés. Pour eux, le mariage, c'est pas un signe d'amour nécessairement. Tu sais, non plus, le diplôme, c'est pas grave, Bianca, si t'as pas de diplôme, tu peux faire ce que tu veux de ta vie aussi. Tes enfants, bon, puis j'aimerais ça que t'as les enfants, parce que mes parents aimeraient ça être grands-parents quand même, là, mais, je veux dire, il me reste... Ils t'ont pas dit, il faut absolument que tu l'ailles à 20 ans, puis, Non, c'est ça, tu sais, c'est comme eux, ils ont eu des enfants, ils avaient 30 35 ans, tu sais, c'est comme Bianca, tripe, vis ta vie, fais des voyages avant d'avoir tes enfants, tu sais, justement, puis là, de te s'aider si c'est ça que tu veux. Donc, j'ai pas eu cette pression-là. Oui, c'est ça. J'ai pas eu cette pression-là au niveau sociétal parce que mes parents me l'ont pas vraiment infligé non plus, là. Est-ce que dans ton entourage, tu as des amis qui des fois, pouvaient t'en glisser mot ou que tu as vu, peut-être, de tes amis que leurs parents, eux... Ah, ben oui, j'en ai des amis, là, j'en ai qui c'est un petit peu plus sévère, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai vécu justement avec des parents qui sont très ouverts d'esprit, puis que, tu sais, peu importe, je peux leur dire pas mal n'importe quoi, puis c'est correct, tu sais, c'est mieux que je leur dise la vérité que je leur mente anyway. Au moins, ils savent t'es où à ce moment-là. C'est justement. Puis j'ai des amis qui étaient totalement contraires, ils pouvaient juste rien dire à leurs parents, puis c'est comme « Ah, ben là, t'as-tu un petit chum, là? Tu penses-tu à déménager bientôt? » Moi, mes parents, ils me poussent pas à partir de chez moi, là. C'est comme « Tu vis ici jusqu'à temps que tu sois prête pour partir. » Puis j'ai des amis qui c'est totalement contraire. C'est comme « OK, t'as 22 ans, là, tu devrais partir, là. » Moi, j'ai jamais eu cette pression-là de mes parents, là. J'ai jamais ressenti une pression comme ça. Fait que c'est difficile pour eux, j'imagine, aussi, de voir comment que c'est différent, mettons, chez moi. Ouais. De voir comment que c'est différent à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est difficile de se dire que peut-être pour eux à ce niveau-là, en fait. Là. Ouais. Sinon, revenons à ton parcours scolaire. Oui. Tu as été démotivé ouais. Et maintenant, tu es motivé. Oui. Qu'est-ce qu'un enseignant, selon toi, doit offrir à ses étudiants pour les garder motivés? Puis les pousser à aller plus loin, surtout? Honnêtement, premièrement, de l'authenticité. Ça paraît quand un prof aime ce qu'il fait, puis aime pas quand il fait ça, honnêtement. Ça paraît quand il est passionné par son sujet. Puis n'importe quel sujet, là, même si c'est plate, mettons, il y en a des sujets que ça nous intéresse pas, que ça intéresse d'autres personnes, c'est correct. Mais si le prof est dynamique, il te montre sa passion quand il parle, qui est dynamique, qui est authentique dans ce qu'il dit, ça te donne quand même plus le goût d'assister à son cours. Ouais. Au pire, tu te sens mal de pas l'écouter parce que tu sais à quel point il est passionné de ce qu'il fait, tu sais, au pire, dans le pire des cas, là. Tu fais comme, OK, mais il y en a tellement à donner, même si c'est plate, je vais t'écouter, tu sais, t'es dedans, puis... C'est justement, tu sais, fait que moi, c'est vraiment ça qui me motive chez un prof.
je dirais aussi, c'est sûr que la compréhension du professeur, tu sais, la disponibilité du professeur si tu as des questions, son ouverture d'esprit aussi si tu as des questions, si tu as des situations personnelles. Moi, personnellement, ça m'arrive pas tant. Ça m'était pas tant arrivé, là. Maintenant, oui, mais avant, ça m'arrivait pas. Mais c'est fun quand un professeur est compréhensif à ce niveau-là aussi, là. Ça me rappelle justement un professeur que j'avais à l'université. Tu sais, le cours, c'est l'histoire des drogues. Tu sais, c'est le début. T'es à l'introduction. La drogue, dans le fond. T'es à l'introduction du certificat. C'est ton premier cours. Puis, justement, tu sais, il y a 5000 ans. Tu sais, puis on parle de loin, là, tu sais. Puis, fait on s'entend que si t'es pas quelqu'un qui est passionné par l'histoire, tu veux plus savoir les effets, que tu veux savoir d'où que ça vient, puis comment que c'était traité ou comment qu'ils le consommaient à cette époque-là. Puis, parce qu'on se dit, ben non, ouais, mais moi, je vais intervenir à l'époque ici, là, ça se peut que ça se consomme plus. Comme ça se consommait. Ça existe juste plus, là. C'est ça aussi, tu sais. Mais de la manière qu'il amenait ça, il y avait un beau bagage, puis il te l'amenait de manière contextuelle, puis il t'amenait aussi des anecdotes, puis son cours, je suis persuadée qu'il me donnait le cours, puis l'après-midi, l'autre cours qu'il donnait, il était pas pareil, mais c'était la même matière. Tellement qu'il y avait... Puis il y avait un beau vécu, ce monsieur-là, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui m'a fait en sorte que j'ai adhéré au programme. J'ai dit, OK, je continue, il est vraiment nice. Ça me donne le goût, là. Ouais, c'est ça. Puis il était, quand tu dis disponible, ça aussi, tu sais, je me souviens, je pouvais arriver un peu plus d'avance, il était là. Je pouvais m'en aller un peu plus tard, il était là. Fait qu'il était tout le temps disponible. Il nous avait même laissé son numéro. Tu pouvais le texter la fin de semaine. Il t'aidait parce qu'on avait des travaux à faire à toutes les semaines. Puis, si tu avais une question la fin de semaine sur une des étapes à faire, il n'y en a pas de problème. Texte-moi, je vais te répondre, tu sais. Il te rappelait au pire. Il dit, ça se peut que je suis dans le nord puis je fasse du ski. Mais il dit, je vais te rappeler, pas de trouble. J'étais comme, c'est nice, mais tu sais, cette disponibilité-là te donne le goût, je trouve, de continuer parce que tu te dis, moi aussi, j'aimerais ça offrir cette disponibilité-là à mes usagers. Oui, c'est ça. Tu sais? Mais aussi, tu sais, d'un sens, on parle de ça, puis je me dis, les professeurs aussi ont le droit à leur moment, tu sais, justement, extérieur. Mais en même temps, si ton prof a décidé qu'à chaque semaine, tu as un travail à remettre, c'est sa faute à lui, là, à ce niveau-là. Ben, en fait, c'est lui qui nous a donné son numéro, fait que c'est peut-être lui aussi qui voulait se faire déranger. Il avait le goût. Ouais, c'est ça. Il se dit, quand que les élèves appellent, ça me donne une excuse de m'éloigner de ma femme. Ouais, c'est le moment de pelle. On comprend. Qu'est-ce qu'un employeur dans le domaine social doit apporter pour motiver son équipe? Est-ce que tu as eu un employeur dans le domaine social qui t'a motivé? Ben oui, il y en a eu. Honnêtement, je pense que le fait que la personne croit en toi, croit en ta capacité, même quand toi, tu penses pas des fois que tu as les capacités pour le faire, ça te motive, ça te donne le goût d'aller plus loin, puis ça te donne le goût de donner plus, justement, à ton employeur en tant que tel, de te dévouer, puis de donner du temps un peu plus supplémentaire, rentrer un peu plus tôt, c'est ça qu'il faut. De faire des choses que tu voulais peut-être pas faire, puis finalement, tu te dis, OK, je vais pousser, puis je vais m'essayer. Finalement, tu découvres peut-être que tu aimes ça par la suite ou que justement tu es capable de le faire. Tu as les capacités pour. Sinon, ben, tu sais, comme je disais tantôt, c'est un peu comme un professeur dans le sens que quelqu'un qui est authentique, qui va te dire les vraies affaires, puis qui va te dire les points positifs, mais aussi les points négatifs, tu sais, de façon constructive. Oui, c'est ça. Pas pour baisser la personne. Non, ça, pas pour bâcher la personne, mais vraiment pour l'aider à s'améliorer. Là. Parce qu'on s'entend, on n'est pas... Quand on est dans... Justement, on étudie, on apprend. On est dans un moment d'apprentissage. Mm-hmm. Puis encore là, on apprend toute notre vie. Si t'arrêtes d'apprendre, ben, selon moi, t'es mort. Tout à fait. C'est totalement plate. Oh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps manière à apprentissage, peu importe où on se trouve. Mm-hmm. Est-ce que t'as eu des moments où que t'avais l'impression, dans tes moments d'apprentissage, justement, que ça venait, interférer avec tes croyances, puis que là, tu sais... Ah ben oui, on en a... Est-ce que tu as vécu une grosse brisure au niveau de tes croyances pendant ton moment d'études? Je dirais pas une très grosse. En fait, la plus grosse brisure que j'ai faite, c'est réaliser que finalement, je voulais pas être intervenante en toxicomanie. Ça a été une grosse brisure. Mais non, pas tant, parce que
à la base, j'ai toujours été quelqu'un, tu sais, comme je disais, j'ai été élevée par mes parents, tu sais, ouverture d'esprit. Fait que, tu sais, j'étais déjà pas mal en lien avec les valeurs du travail social. Je les avais peut-être pas acquis, par exemple, comme... Je les avais pas acquis comme je les ai acquis aujourd'hui, puis perçus de la même façon qu'aujourd'hui, par contre. Mais j'ai pas eu de grosses brisures. J'ai eu des sujets que j'ai appris, que j'ai connus, qui m'ont touché plus que d'autres, que j'ai apprécié plus que d'autres, des intérêts que j'ai développés, plus que d'autres qui m'ont surpris aussi. Des fois, là, les lois sur l'immigration, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris sur certains points. Donc, non, ça n'a pas brisé quelque chose en lien avec mes croyances. Tu as travaillé aussi auprès de diverses clientèles en situation de vulnérabilité, les femmes vivant des violences familiales et conjugales, les aînés en perte d'autonomie, et maintenant auprès des jeunes. Comment était ton contact avec cette clientèle-là? Avec la dernière ou les autres? Les trois. OK. Si tu veux les mon contact aussi. C'est sûr que le contact est un petit peu différent. Mais d'un sens, je reste la même personne. Je reste la même personne de toute façon. C'est peut-être juste les mots que je vais employer, la façon que je vais les employer, qui vont être différents. Ma présentation, peut-être au niveau vestimentaire, qui va peut-être un petit peu plus adaptée à la clientèle. Mais sinon, ça reste que c'est moi-même pareil. Je change pas d'une clientèle à l'autre. C'est sûr, par exemple, qu'avec les jeunes, souvent, ce que je vais faire, c'est souvent donner une partie de... me livrer un petit peu, comment je vais dire, tu sais, pour justement me mettre d'un niveau égal à égal pour que les jeunes comprennent que je suis pas là pour te faire chier, je suis pas là pour être ta surveillante, je suis là pour être ton intervenante, tu sais. Fait que oui, je suis prête à me livrer à toi, si toi aussi t'es prête à... si toi aussi t'es prêt à te livrer à moi, tu sais. Fait que c'est plus cette approche-là. Gros lancé! Avec les femmes, tu sais, ça doit être plus aussi... Puis c'est grâce au fait que j'ai fait mon stage en violence conjugale que j'ai justement développé cette partie-là de vouloir être égal à égal avec la clientèle, tu sais. Parce qu'avec les femmes en violence conjugale, c'est ça qu'on nous apprend. On nous apprend à se voir d'un niveau égal avec elles, justement pour que la femme reprenne pouvoir sur elle, tu sais. Ouais. Donc, on essaie d'être le moins possible un intervenante pour qu'on se voit plus comme qu'on l'aide, tu sais. Pour lui donner, justement, pour lui redonner son pouvoir d'agir, puis dire que ben, ça faut que ça vienne tout de toi, de toute façon. C'est ça. Son autonomie, puis tout, tu sais, l'empowerment en tant que tel. Ouais. Fait que ça, j'ai transposé ça, justement, avec les jeunes, puis je pense que c'est pour ça que ça va bien avec eux, justement. Avec les personnes âgées, au début, je savais pas trop comment approcher la clientèle. C'était une clientèle que je connaissais pas tant vraiment. Écoute, j'avais décidé de prendre cet emploi-là parce qu'à la base, ça me faisait plus... je voulais faire de l'argent, puis que c'est dans mon domaine. Finalement, j'ai adoré ça. Mais c'est peut-être... En fait, c'est de rester soi-même pareil. Parce que si j'étais pas moi-même avec les aînés, ils m'auraient pas apprécié autant que je pense que comme ils m'ont apprécié à ce moment-là. Donc, je pense que ça passe vraiment de la transparence puis de l'authenticité, puis de pas être gêné non plus. Tu sais, les aînés, là, ils ont rien à perdre, là, dans le sens que... Puis ils ont tout vu. Ils ont tout vu, justement, là. Ils ont tellement vu, tellement d'affaires passer. C'est ça, fait que pourquoi pas parler de ces choses-là avec eux? Pourquoi pas être toi-même puis les laisser, justement, s'ouvrir à toi puis sur le sujet? Même si des fois, ça va en contre, ça va pas en... Tu sais, ça fonctionne pas avec tes propres valeurs parce que bon, on n'est pas de la même génération, tu sais. Mm-hmm. C'est quand même important, je pense, de les écouter puis d'essayer de voir... Pourquoi, tu sais, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensaient comme ça, puis à cette époque-là, ouais. puis de rester là-dedans, puis de dire, écoute, ça sert à rien, là, il y a 85 ans, là, je changerai pas sa mentalité aujourd'hui, certain, là, non, mais par exemple, je peux quand même développer un super de beau lien avec lui, même si... Puis comprendre pourquoi il y avait cette mentalité-là à cette époque-là, parce que toute mentalité avait raison d'être. Mm-hmm. Fait qu'est-ce qui a fait en sorte que cette mentalité-là a été construite à cette époque-là? Moi aussi, j'accroche les choses. On est une gang d'accrocheuses. On gesticule. Quand on est ensemble, on met de l'énergie même dans nos mouvements. 100%. Est-ce que tu trouves... est-ce qu'il y aurait un dénominateur commun de ces trois clientèles-là? Que, tu sais, comme en faisant de l'animation, en étant intervenante? Est-ce qu'il y aurait un dénominateur? Ben, en tant qu'intervenante, peut-être? Non, mais au niveau de la clientèle, est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui regroupe tout? Qui regroupe, en fait? Moi, je pense que pour vrai, là, puis ça va être pour
la majorité des clientèles, je pense qu'ils veulent juste voir quelqu'un d'humain. Je pense que ça revient à ça. Ils veulent juste voir quelqu'un d'humain, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui va être là pour eux. Fait que peu importe ton apparence, comment tu parles, si t'es là pour l'écouter, puis si t'es là pour essayer de comprendre sa vision, sa manière de penser. C'est ça, parce que, tu la situation. Tu sais, physiquement parlant ou avec mon style, des fois, j'ai pas le look là, pour travailler avec les aînés. Là. Je l'ai pas en tant que tel. Puis ça a rien changé à ce niveau-là. Puis ça a juste amené plus de sujets à discussion. On a parlé de tatou, on a parlé de plein de choses qu'eux, ils connaissaient pas de leur génération, tu sais. Puis ça s'est super bien passé. Fait que je pense que tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment quelqu'un d'authentique puis d'honnête puis qui va être game de parler avec eux de sujets que peut-être qu'ils parleraient pas d'habitude, tu sais. Quel genre de commentaires t'as eu sur tes tatous? Ah, ça c'était drôle, là. Il y avait 2 petites mamies, je m'étais fait faire un nouveau tatou sur ma cuisse, puis j'en ai un autre sur mon mollet. Puis là, j'avais des shirts, tu sais, puis ça me dérange pas, parce que ça me dérange pas justement d'en parler. Puis là, madame, elle me dit « Est-ce que c'est ta fille sur ton mollet? » Là, je suis comme « Ma fille? » Là, moi, je me dis, j'avais 21 ans. 21 ans, j'ai pas de fille, là. Encore moins, c'est une femme, c'est une pin-up que j'ai sur le mollet, là. C'est une femme de 40 ans, là. C'est clairement pas ma fille. Fait que là, j'étais comme, non, c'est pas ma fille, c'est une pin-up. C'est quoi une pin-up? Fait que là, on a commencé à parler de ça, puis elle a dit, elle dit, ça a dû faire mal, hein? J'étais comme, ben oui, ça a fait mal. J'étais comme, puis vous en voulez-vous un tatou? Ah, ben non, moi, je veux pas ça, là, ça va faire mal. J'étais comme, ben non, vous êtes capable, je suis sûre. J'étais comme, c'est quoi que vous voudriez, là, sur le bras, si vous faites tatouer? Puis, tu sais, on en a juste parlé, puis finalement, son préjugé est comme parti par la suite, là, tu sais, avec le fait que, ben oui, j'avais un tatou, puis c'est correct, là. C'était cocasse. Mais oui, c'est certain, tu sais. Puis, en même temps, pour eux, c'était une découverte. Oui, tout à fait. Parce que même au niveau du code vestimentaire, des préposés ou des infirmières, ben c'est souvent couvert. Tout à fait. Donc, c'est pas des choses qu'ils voient régulièrement, puis c'était pas non plus nécessairement de leur génération. Puis tu sais aussi, on s'entend que, bon, je suis en intervention, je suis en travail social, j'aurais pas non plus une tête de mort tatouée sur le mollet, là. Je veux dire, à un moment donné aussi, il faut être logique dans ta présentation à un certain point, mais dans ton identité, si j'en voudrais une tête de mort, je m'en ferais dans le dos, mettons, là. C'est juste pour dire que ça... C'est dans ton identité. C'est ça, tout à fait. En même temps, ton authenticité est ce qui te permet d'évoluer dans le domaine et auprès de tes usagers. Pourquoi crois-tu que certains intervenants se créent une image dite professionnelle pour approcher les usagers? Peut-être parce qu'ils ont peur de peut-être eux-mêmes, dans le sens que pour être capable d'être authentique, c'est parce que tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience de tes émotions, tu prends conscience de tout ce qui t'envahit. Ouais, qui fait que t'es toi. Puis je pense qu'il y en a qui veulent pas le voir, ça, puis que c'est trop difficile. Il y en a qui ont vécu beaucoup de situations aussi, des situations difficiles dans leur passé, qui veulent peut-être justement pas s'en rappeler, puis que c'est une forme de déni aussi, là. Dans le fond, je mets ça derrière moi, je le garde là, je m'en occupe pas, puis je vais me créer je vais me créer une facette par rapport à ça pour être capable de vivre avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est plus ça. Ce niveau-là, ça doit être difficile de rester constamment authentique avec... Ben, de créer quelqu'un, de créer une image, puis de rester face à cette image-là, ça doit être épuisant, là, de pas être soi-même, là, puis de garder un masque dans la journée longue, là. Puis justement, souvent, on nous rappelle en intervention d'être soi-même, d'être authentique, mais on se force des fois à créer une image, à se créer un masque, puis comme tu le dis, puis un peu comme tu l'as vécu aussi, une fois que le masque tombe, ta chute est encore plus grande. Là. Tout à fait. Parce que tu sais, si tu tombes en étant toi-même, tu peux te remettre en question, tu peux dire ben, c'est moi-même. C'est ça. Mais en même temps, le fait de se respecter soi-même, d'être authentique avec soi-même, te permet de choisir ta clientèle aussi. Tu sais, pas tantôt tu parlais que t'avais une certaine discussion avec les femmes qui étaient victimes de violence. Ouais. Puis c'est normal un peu parce que t'avais une situation un peu semblable. Quand j'ai commencé au centre jeunesse au début, les jeunes avec qui je travaillais avaient le même âge que mes frères. Donc j'étais incapable aussi de faire ça parce que je voyais mes frères au sein de la DPJ. C'est pour ça que moi de mon côté,
émigré plus vers une clientèle délinquante qui était beaucoup plus âgée. Qui était moins présente, tu sais. C'est ça, j'étais plus capable dans ce cas-là de créer mon empathie parce que justement, mes frères n'étaient pas adolescents à ce moment-là, donc je pouvais travailler avec eux à ce moment-là. Tout à fait. Mais souvent, on se force à être professionnel, puis tu le dis tantôt, l'usager qui va s'ouvrir à toi est celui qui va voir que tu es authentique, là, et celui qui va voir que tu es un être humain. Les usagers avec lesquels on travaille, ils savent déjà qu'ils ont des besoins ou des lacunes, puis qu'ils ont besoin d'aide. Tout à fait. Ça sert à rien que nous, on arrive comme intervenant, puis qu'on leur montre déjà comme, moi, je suis au-dessus de toi, parce moi, que je sais ce qu'il faut que tu fasses. L'intervenant, toi, t'es lui qui a besoin d'aide. Puis on s'entend, là, c'est pas toi qui l'as élevé, tu sais pas d'où il vient, tu connais pas son parcours, c'est justement juste il y a pas mal juste lui qui est bien placé pour savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Parce que c'est un peu comme la personne qui fait de l'embonpoint qui s'en va au gym et se fait dire, ben t'es grosse. Ah, pour vrai! C'est pour ça que je suis au gym. C'est pour ça que je suis au gym. Non, mais allô? C'était comme, hey, by the way, je m'achète mon propre linge. Je suis au courant, tu sais. Je fais pas dans tous les magasins. Non, mais justement, ça se dit pas dans ce domaine-là. Ça se dirait pas, si tu vas à la banque faire un prêt de voiture ou une hypothèque, ils vont pas dire, ben là, t'as pas d'argent. Ben non, c'est pour ça que j'étais à la banque. Mais beau. pourtant, tu sais, puis c'est inconscient, puis c'est involontaire des jeunes intervenants, mais c'est quand même ça qu'on dit. Hey, toi, t'as besoin d'aide, moi, je suis là pour t'aider. Ben, c'est ça. Ah, ben, ok, ben, ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est en fait, que... on n'est pas là, théoriquement, moi, je trouve qu'on n'est pas vraiment là pour les aider, mais plutôt les accompagner, puis faciliter leur cheminement. Mais en ce sens que nous, on a les ressources, puis on peut juste te dire comme, eh ben regarde, tu m'as parlé de ça, je vais t'enligner vers là. Tu m'as parlé de ça, je vais t'enligner vers là. Mais, de toute façon, on peut pas faire pour... Mais non, mais c'est pour ça lui, que... c'est son cheminement, c'est pas le nôtre. C'est pour ça que c'est une approche humaniste, dans le sens qu'on y va avec les besoins de la personne. Ça sert à rien que toi, tu dis, OK, moi, je pense que tu as besoin de ça. Ouais, mais si lui, il pense pas qu'il a besoin de ça, il va pas vouloir que tu l'aides là-dessus, là. Non, c'est ça. Puis ça va juste pas marcher bien souvent. Il fera même pas aucune démarche. Tout à fait. Mais pourquoi il faut créer une séparation avec les usagers si en même temps, il faut comme rester authentique? Non. Ça, c'est la question du siècle. Ben parce qu'ils font pas partie de ta vie personnelle, tu sais. Parce que, oui, d'un sens, tu sais, oui, j'y ramène chez moi, là, d'un sens, oui, c'est sûr. Mais font pas partie, tu sais, quand tu travailles dans un bureau, là, tu t'en vas au bureau, tu as fini ta journée, tu t'en vas chez vous, man. Tu passes la journée soir avec ta famille. Ben, c'est ça que nous aussi, même si on est intervenant, même si on est supposé faire ça pour la cause, on a tout de même des besoins, on a tout de même, tu sais, une vie quelconque, une vie amoureuse, des frères, des sœurs, des amis, puis on peut pas mettre notre vie professionnelle en arrêt. On peut pas en arrêt, mais la vie personnelle en arrêt pour notre vie professionnelle. C'est ça. Parce que le jour que... Moi, ma mère me donne toujours l'exemple des ballons, tu sais. Okay. T'as un ballon pour ta vie professionnelle, un ballon pour ta vie personnelle, un ballon pour ton social, exemple. Ouais. Mais elle dit, si t'as juste un ballon, puis ce ballon-là te pète sur le nez, elle dit, qu'est-ce qui te maintient? T'as plus d'autres ballons pour t'aider. Non, c'est ça. Fait qu'elle dit, faut tailler tous tes ballons gonflés, parce que au fur et à mesure qu'il y en a un qui peut péter, mais t'en as toujours d'autres autour de toi pour te soutenir. C'est ça. Ah, c'est une belle analogie, j'aime ça. Avec tout ce beau bagage maintenant de parcours scolaire, tu me parles d'expérience de vie. Aussi. Beaucoup d'expérience de vie aussi. T'as-tu un objectif professionnel, des projets en tant que tel que... À long terme? Oui. À long terme, je dirais que... en fait, ça fait 2-3 ans que je pense à ça. J'aimerais ça m'ouvrir un organisme communautaire. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme je dis, c'est vraiment à long terme. J'ai aucune idée. J'ai pas de plan précis. J'ai pas d'idée non plus à ce niveau-là. Mais juste que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Là. J'ai un petit côté assez administration. Là, donc, je pense que j'aimerais ça... Un moment donné dans ma vie, je suis sûre que j'aurai besoin d'un défi plus élevé que seulement être intervenante. Pas que seulement, je voulais pas dire ça comme ça, mais dans le sens que d'avoir quelque chose de plus, je me connais, fait que je pense que ça va être un beau défi pour moi dans un futur à long terme. Là. Puis aider un OSBL qui commence à grandir, ça t'intéresse pas? J'ai jamais dit que ça m'intéressait pas. Je sais pas, tu as un OSBL qui travaille avec des usagers vulnérables? Ah ouais, je connais pas ça! T'as-tu une clientèle
d'Ada, tu sais, parce qu'on a parlé de Ouais. les jeunes, on a parlé des femmes, on a parlé des aînés. Mhm. Est-ce que, après tes études, tu as une clientèle vraiment plus... Avec laquelle tu as plus d'affinité. Tu sais, Ouais. on s'entend, on aime le travail social, Ouais, mais on a chacun une préférence pour les tout à clientèles. fait. Claude, Puis c'est aussi, la je pense qu'on a, toxicomanie. on a une limite aussi. Oui, Tu sais, 100%. moi, je sais que j'ai certaines clientèles que je peux pas toucher, fait qu'il faut que je respecte ça puis que je m'en aille dans Mhm. celle que je suis capable. Tout à fait. La tienne, c'est... Moi, c'est les miennes. J'en ai deux. Parce que je suis pas capable encore de faire un choix, parce que j'adore les deux autant l'un que l'autre. Pour vrai, moi, ma vie, ça serait parfait si je pouvais faire temps partiel temps partiel un bord, temps partiel de l'autre, je pense. Les personnes âgées, bon, j'ai adoré les personnes âgées, je peux pas dire le contraire. C'était une clientèle, comme je dis, qui m'intéressait tellement zéro au début, puis que j'ai tellement adoré, puis que j'aime encore aujourd'hui, puis que des fois, je pense encore à mes usagers, puis j'ai vraiment encore une pensée pour eux, là, même si ça fait 2 ans, 1 an que je les vois pas, tu sais. Ouais. Puis quand j'en parle encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore des étoiles dans les yeux, tu sais, je les ai vraiment appréciées. Mais aussi, j'adore énormément les jeunes, les adolescents, c'est aussi vraiment les ados. Je m'entends bien avec eux, j'ai vraiment... 12-17, on parle. Oui, 12-17, puis c'est spécial parce que tu dis ado, personne âgée, c'est deux clientèles complètement différentes, mais en même temps, ils se ressemblent totalement. Totalement. Parce que avec les ados, c'est comme tu veux, c'est comme le potentiel de grandir, le potentiel de vieillir, leur donner les outils pour devenir un adulte responsable, tu sais. Puis en même temps que les personnes âgées, c'est comme si tu acquis toute la sagesse, tout le vécu, toute l'expérience de cette personne-là, puis ça te rend, comme moi, c'est de même que je me sens, là, fait que ça... c'est ces deux-là. Il y a les jeunes qui sont en quête de leur identité, Ouais, mais il y a les aînés aussi qui sont en quête de vouloir préserver leur identité, puis se la rappeler à eux autres-mêmes, puis de la remémorer au sein de ceux qui sont autour d'eux. Là. tout à fait. Mais en effet, ça serait une bonne idée ce que tu parles de travailler avec les deux clientèles, parce que je vois plusieurs possibilités dans un échange intergénérationnel là-dedans. 100%. Puis aussi de pouvoir donner peut-être la chance à un ado d'avoir une image de grands-parents, parce qu'il y en a qu'on sait qui en ont pas, qui n'ont pas grandi avec leurs grands-parents, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des grands-parents. Donc, ça peut être un très beau partage. Puis moi aussi, je pense que ce serait vraiment important d'un sens pour la clientèle des jeunes, parce que aujourd'hui, là, je les adore, nos jeunes, là, mais je pense qu'ils ont oublié certaines valeurs importantes, peut-être au niveau de l'humanité, justement, puis je pense que ça pourrait être bien pour leur cheminement, justement, d'avoir des discussions peut-être avec des aînés qui connaissent pas, tu sais, autres que leurs grands-parents, pour leur donner peut-être un petit... Je sais pas comment expliquer ça, mais un petit quelque chose. Ils marchaient 8 km pour aller à l'école. Genre... Puis c'est parce qu'aussi, en plus, si on parle des corrélations entre les deux générations, c'est que ces deux générations, on prend souvent des décisions pour eux, Oui, sans les consulter. c'est vrai. Ouais. Puis tu sais, je dis maintenant on, parce que je fais partie de la gang entre 25 et 40 ans, là, mais Ouais. souvent c'est, OK, on va faire ça pour les jeunes, on va faire ça pour les aînés. OK, mais y a-tu quelqu'un qui a demandé aux jeunes, aux aînés, s'ils sont C'est quoi qu'ils d'accord? veulent? D'accord, ou ce qu'ils veulent carrément, tu sais, Ouais. parce que c'est vrai qu'on fait souvent des plans Pour les autres. pour les autres, puis sans même les avoir directement consultés ou d'avoir passé même 2-3 heures avec eux, parce que c'est pas vrai que tu lui poses la question puis lui-même va être capable d'y répondre instantanément. Tout à Ben fait. oui, moi c'est ça que je veux. Non. Non, laisse-moi le temps d'y réfléchir, tu sais. Fait que je pense que de pouvoir leur amener cette plateforme-là, cette disponibilité-là aussi, eux, ils veulent ça aussi, se faire entendre. Tout les à aînés. fait. Puis je pense que ça peut être un beau partage. Puis ça, au niveau de la socialisation aussi, là. 100%. Les deux, autant qu'il va se construire d'un côté un aspect de politesse, de respect. Puis inversement, ben, l'aîné qui va pouvoir continuer de partager ses belles histoires. T'sais. Partager ces belles histoires, puis aussi connaître la génération d'aujourd'hui, tu sais. Ouais, d'avoir Qui- accès à cette Qui est nouveauté. différente. Oui, c'est ça, tout à fait. Surtout là, en période de pandémie, c'est assez flagrant à quel point ils sont lancés de gauche à droite. Là. Hey, les jeunes, juste leur retour à l'école. Pas d'école, oui de l'école. Ah, Pas c'est ça, terrible. à l'école. Pas de masque, masque.
Et ils vont avoir une capacité d'adaptation après ça, là, A1. Tu vas pouvoir le pitcher n'importe où. Justement, la fille d'une de mes amies, son horaire, c'était lundi à l'école, mardi à la maison, mercredi à l'école. Je suis comme... Une journée sur 2. Moi aussi, j'en ai au stage que c'est comme ça. C'est clair que t'as pas l'impression d'avoir une structure. Là. Non. Puis on s'attend qu'en ayant leur cours par Zoom, ils soient capables d'évoluer. Et on s'entend, nous autres, tu leur dis, là, on a combien de fenêtres ouvertes en train de faire plein d'autres choses en même temps. Là. Que ça soit au cégep ou à l'université. On a un travail à faire, mais on ouvre Facebook. Ils ont 16 ans. Là. Ils ont 15, 16, 17 ans. Même secondaire 3, c'est à partir de secondaire 3, c'est 14, 15, 16, 17 ans. Ils ont 14, 15, 16, 17 ans, puis ils sont tous chez eux à faire leurs devoirs par leurs 4 cours par jour sur Zoom. Niaise-moi, là. Motivation. Tu sais, je veux dire, j'avais pas... Il faut avoir beaucoup de volonté puis de motivation, je pense. Mais oui. Puis à l'autre bout de l'espectre, t'as les aînés. Vous avez le droit de sortir, vous avez plus le droit de sortir. Ouais, c'est ça. Ce matin, il parlait aux nouvelles. Les grandes résidences, les aînés peuvent aller au cinéma maintenant, vu que les cinémas sont ouverts, donc ils peuvent aller dans leur salle de film au sein de la résidence, mais ils peuvent pas aller dans la salle à manger. Parce que il faut qu'ils suivent ce que la société fait. Donc oui, ils peuvent aller voir des films au cinéma en groupe, mais pas aller manger en groupe. Mais ils habitent ensemble, tu sais. C'est la même bulle. C'est justement. Mais le gouvernement décide que non. Fait que amené, après ça, on leur demande à eux de ne pas perdre leur capacité cognitive puis de rester straight, en vie. Juste en vie, là. Tu sais, pour vrai, là, il y en a là, qui disent ça, puis je comprends, tu sais, il y en a, c'est une personne qui m'a dit que sa mère avait dit ça, elle a dit, pour vrai, là, en ce moment, j'aime mieux mourir. J'aime mieux mourir en voyant ma famille que d'attendre de mourir, puis peut-être pas voir ma famille. Puis en ce moment, de pas être heureuse, justement, le rendu là, j'aime mieux prendre la chance. Mes grands-parents m'ont dit la même affaire. Ben oui, je sais. Plusieurs d'aînés en résidence ont dit la même affaire. Tu sais, c'est pour mon bien, mais laissez-moi sortir. Je préfère mieux prendre le risque de tomber malade puis de mourir que de là d'être dans ma chambre que je peux rien faire puis que je regarde la fenêtre. Puis... Anyway, il sait même pas quoi. Il dit, tu sais, j'en ai une qui m'a dit, ben tu sais, je sais pas moi si c'est demain ou si c'est dans 3 ans. C'est justement. Mais elle dit, tu sais, si c'est dans 1 an, puis la pandémie, puis ça, elle parle de avril l'année passée, là. On est bientôt en avril. Ouais. On est encore là. Puis tu sais, si je la vois, cette madame-là, tu sais, je vais lui dire, ben vous aviez raison, ça aurait pu prendre 1 an, puis on est là, tu sais. Puis elle a dit, ben je vais être 1 an sans voir personne. Ben ouais. Elle dit, mes petits-enfants, ils grandissent pendant ce temps-là. Ma fille, puis son conjoint. Hey, j'ai vu ma grand-mère une fois en 1 an. C'est moi, tout, je la là. vois par FaceTime, tu sais. Puis, ouais, une fois, c'est cet été. Cet été, quand on a eu le droit à des petits rassemblements, on a pu avoir reporté le 60e anniversaire de mariage de mes grands-parents, puis on le fait. Mais habituellement, on se voit comme 3-4 fois par année, toute la famille. Puis je peux aller les voir, puis là, c'est pas ça, tu sais, on fait du FaceTime. Une chance! Ma grand-mère est capable de faire du FaceTime, mais c'est pas tout le monde. Ben non, justement. Moi, je veux dire, j'ai la chance d'avoir des grands-parents de 85 ans en montant. Technologie. Qui sont technologiques, tu sais, mais c'est pas tout le monde. Ça nous fait glisser dans notre moment de vérité. Oui. Comme jeune étudiante, mais aussi professionnelle sociale, quel défi doit relever le système d'éducation et le système de la santé, selon toi? Ah, ben là... Par lequel des deux tu veux commencer? Oui, c'est plus ça. Système d'éducation. Bon, on va parler du système d'éducation. Système d'éducation, bon, ben là, j'ai déjà compté qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. Ouais. Mais justement, en lien avec ça, tu sais, pendant les 2 ans et demi que j'ai été en ma technique avant de tomber, j'ai acquis tellement de choses, tu sais, j'ai acquis des attitudes, des compétences, j'ai acquis ma personnalité, j'ai acquis qui j'étais, j'avais confiance en moi, j'étais passionnée, plein d'ambition, authentique. Puis là, quand je suis tombée, qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est totalement le contraire. C'est comme si l'école m'avait permis de devenir la personne que j'étais, mais par la suite me l'a totalement enlevé par la surcharge qu'on a en tant qu'étudiant, tu sais. Fait que, au niveau de l'éducation, je pense que ça serait vraiment ça, que les programmes soient plus actuels, plus réalistes. Tu sais, pourquoi est-ce qu'en travail social, puis dans le système de la santé, on est... Bon, là, maintenant, on a une petite bourse de 2200 $ là, pour notre stage là, de 4 jours semaine, là, mais, je veux dire, ça paye rien, là. Pourquoi est-ce qu'en marketing, ils sont payés 23$ de l'heure? Pourquoi est-ce que moi, parce que je travaille dans le système, parce que je travaille pour les autres, parce que je suis supposée être humaniste, j'ai pas besoin d'argent? Mais non, toi, va te brûler à la place. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Même à l'université, c'est des choses similaires. Si je te dis peut-être parce que le gouvernement dit que c'est pas rentable.
Ben, je sais que le gouvernement dit que c'est pas rentable, mais ça m'enrage, ça devrait pas être comme ça, là. T'es supposé, OK, aimer ta population, essayer de t'arranger pour que ce soit mieux pour tout le monde, puis tout. Justement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends, là? c'est à ça qu'on s'enligne, là. Puis tu sais, devrait y penser plus sérieusement, parce que présentement, en temps de pandémie, si le gouvernement avait bien préparé le système de santé et services sociaux, il aurait vu la rentabilité, parce que présentement, il perd de l'argent, le gouvernement, en voulant rattraper tout ce qu'il n'a pas rattrapé quand il avait le temps. Ça fait 25 ans que c'est le même, genre, tu sais, on va dire, là. Ben moi, je me souviens, tu sais, même juste en 97-98, c'était des annonces qu'on voyait. Quand j'étais jeune, que le système a de la misère, on manque de travailleuses, on manque d'infirmières, on a besoin d'aide. En 2000, on manque d'infirmières, on manque de travailleurs, on manque de ci, on manque de ça. En 2010, tu sais, là, on est en 2020, puis c'est encore la même chose. Fait que, tu sais... Ça sort pas de nulle part, là, tout ça, là. Je veux dire, ça n'a pas sorti du jour au lendemain, ça fait des années que ça dure. C'est juste que personne n'a pris... En fait, ils ont juste décidé de cacher le problème, de le laisser dans l'oubli. Ils se sont dit, c'est pas grave, c'est pas grave, là, ils sont capables pareil. Ben non, et voilà, maintenant, ça leur tombe en pleine face. Mais c'est le même concept pour le système de l'éducation, là. Je sais pas combien de personnes, OK, partent en burn-out, là, en pleine école, là, ou qui lâchent, ou qui décident de mettre leur technique en 4 ans, finalement, parce qu'ils sont plus capables. Fait que justement, moi, je pense que tu auras avoir une révision à ce niveau-là, ou au pire, une aide financière, tu sais. Puis pas une aide financière qu'il va falloir que tu rembourses après, là. Tu sais, c'est comme, vous nous demandez de travailler, vous nous demandez d'être à l'école, vous nous demandez d'avoir une vie sociale, vous nous demandez d'avoir une bonne santé, vous nous demandez de faire du sport. Ben, comment tu veux que je fasse tout ça? Je suis une personne, avec une famille, des amis, quelqu'un, tout ça, là. Fait qu'à un moment donné, ça serait de revoir, soit... le système d'éducation ou peut-être la mentalité... En fait, c'est la mentalité du système d'éducation, je pense. La perfection. Que dirais-tu au ministre de l'Éducation, M. Robert, si tu pouvais l'aborder? Donne-nous de l'argent! Non, mais... je dirais pour vrai... honnêtement, d'être équitable envers tout le monde, il n'y a pas un domaine qui est meilleur que l'autre. Puis on dirait que c'est ça que ça priorise parce que, OK, si tu t'en vas dans un domaine pour faire de l'économie, tu t'en vas en marketing, tu t'en vas en ingénieur, tu vas être payé pour tes stages. Oui. Puis on dirait que je reviens tout le temps là-dessus au niveau de l'argent, mais c'est parce que le fait de ne pas être payé fait que nous, on n'a pas de congé parce qu'on doit travailler les journées de congé qu'on n'est pas là, tu sais. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que j'aimerais ça avoir un niveau d'équitabilité, d'égalité entre tous les domaines. On éliminerait aussi d'un côté la compétition. Il n'y a pas... si le domaine existe, c'est parce qu'il y a des besoins. Puis je pense que peu importe le besoin, peu importe le domaine, si le besoin est là, il faut investir dans ça. T'sais. Tout à fait. Et que dirais-tu au ministre de la Santé, M. Dubé, pour nos aînés? Pour nos aînés, oh boy. Pour nos aînés, pour le système de la santé, pour tout le monde, je pense que... Réveillez-vous. Honnêtement, réveillez-vous. Faites de quoi? C'est pas nouveau, justement, là. Je viens de le dire. C'est pas nouveau, qu'est-ce qui se passe, là. Nos aînés, ça fait des années, là, que ça se passe mal dans les CHSLD. Écoute, de faire quelque chose, je le sais pas, de mettre plus d'infirmières, de payer les infirmières. Tu sais, nos infirmières, là, qui sont obligées de faire des temps doubles, là, puis qui font des 16 heures en ligne, c'est sûr qu'elle est brûlée. C'est sûr qu'elle va se dire, à un moment donné, je t'ai écœurée, je m'en vais au privé. Parce que je vais être payée, je vais avoir des assurances. Même s'ils n'ont pas d'assurance, on paye vraiment cher. Tu sais, ils ont plein d'autres conditions. Fait que ça serait vraiment traiter votre personnel pour le garder. Tu sais, j'ai une amie qui est infirmière, là, puis c'est terrible, là, pour eux, là. C'est comment qu'ils doivent tout faire, puis que... je sais même pas comment dire. Ça, ouais. Non, puis je pense aussi que le fait que on a besoin d'investir dans ça parce que c'est flagrant. Oui. Je pense que la pandémie nous l'a exposé grandement. Tout à fait. Il y avait besoin de fonds. Un peu plus tôt, avant qu'on démarre le podcast, tu me parlais aussi d'un autre milieu qui avait besoin de fonds. Oui, les femmes violentées, totalement. Juste ce matin, là, il y a eu c'est passé à la télé, là, aux nouvelles, que justement, il avait reçu là, un quart des fonds que l'année passée, il avait demandé au gouvernement. Donc, en ce moment, on est en confinement.
les hommes, écoute, les femmes qui sont victimes de violences et les hommes qui sont victimes de violences, parce que je n'enlève pas qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales aussi et familiales, en ce moment sont pris là, sont pris dans la maison avec leurs conjoints qui sont violents, sont pris là avec leurs enfants aussi qui essaient de cacher. Tu sais, souvent, les mamans essaient de cacher cette violence-là qu'ils vivent de leurs enfants. Et comment cacher ça quand tes enfants sont là tout le temps? Puis là, toi, ton mari, il travaille plus. Si ton mari travaille plus, là, il est pogné à la maison avec toi, là. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Que de te faire du mal d'une façon, peu importe quelle façon. Puis, en ce moment, il n'y a plus de place dans les hébergements. J'ai une dame qui m'a appelée à mon stage. Je suis avec les jeunes de 12 à 17 ans, qui m'a appelée il y a 2 semaines, puis m'a dit « J'ai besoin d'un hébergement, je suis victime de violence, je suis plus capable, mon conjoint, je suis plus capable. » La dame devait avoir une 60aine d'années dans sa voix, ça paraissait. Puis elle m'a dit, il était comme 8 heures le soir, puis elle m'a dit « Depuis 8 heures le matin, je suis ses appels, je ne sais plus quoi faire. » Aïe, aïe. Puis il n'y a pas de place. Puis moi, tu sais, je peux rien faire. Je suis dans un hébergement avec des jeunes. Tu sais, ça n'a aucun lien avec mon mandat là, en tant qu'organisme. Mais j'ai essayé de donner des nouvelles ressources. J'ai donné des références. Appelez SOS Violence Conjugale. Il y a une maison d'hébergement. Sinon, ici à côté, je peux vous donner le numéro. Mais imagine, là, ça fait 12 heures que tu demandes de l'aide, puis t'es reviré de bord. Tout à fait. Fait que je pense que le gouvernement devrait se pitcher là-dessus. Vous nous mettez en confinement, bien donnez-nous au moins les ressources pour être capable de survivre au confinement. Ce que tu m'amènes là comme sur table, ça me fait penser à justement que j'ai rencontré une autre personne pour le podcast, puis il nous parlait de sa réalité, lui, en tant que père, travaille à la maison. OK. Télétravail, en fait, depuis le début de la pandémie. Puis, justement, lui, ce qu'il nous exposait, c'était le matin, le petit, il va à la garderie, mais lui, là, il va porter le petit. Après ça, il a son quotidien de télétravail. Au début de la pandémie, son employeur comprenait, il était plus comme compréhensif, mais là, on est comme dans la deuxième vague, fait que là, il attend la performance. Tout à fait. Fait que là, lui, ce qu'il se posait, c'était « J'ai besoin de performer au travail, je dois performer comme père de famille, je dois performer comme conjoint, je suis enfermée chez nous, j'ai plus mes échappatoires comme mon gym, comme ma piscine, comme ci, comme ça. » Il dit « Je suis patient. » Puis il dit, tu sais, mais il dit à un moment donné, il dit « Moi, j'ai de la boucane qui veut sortir des 2 oreilles. » Tu sais, la bloire, elle commence à sciller, là, tu sais. Mais honnêtement, c'est même plus être patient rendu là. Tu sais, je veux dire, le gouvernement Legault, il dit tout le temps ça, Legault, hein. Soyez patient, soyez patient. On a été patient. Tout le monde a été patient. Écoute, c'est plus de la patience rendue là, c'est de la résilience. Je sais pas comment tu veux appeler ça, là, mais arrête de demander à tout le monde d'être patient parce que là, les gens sont tannés de se faire dire qu'ils doivent être patients. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ça aussi, ça l'amène à... Tu sais, un moment donné, quand tu touches l'épuisement, ben ça peut faire sauter des flamèches à la maison, là, tu sais. Pas que ça justifie des actes de Zéro violence, puis une barre. Non, mais à un certain moment donné, on a tous déjà perdu patience dans nos vies. Oui. Puis on a toute une limite. Avec des personnes qu'on adore. Tout à fait. Fait que, tu sais, les personnes qui sont plus sensibles puis qui ont moins de mécanismes pour garder leur calme, la relation à faire d'effet contre effet. On n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 avec l'autre personne. Pourquoi est-ce que, d'après vous, la majorité des couples fonctionnent? Parce que les gens vont au travail. Les gens ne passent pas leur journée au complet ensemble, ils passent leur soirée ensemble et au pire leur déjeuner ensemble. C'est tout, là. Même quand, à l'époque, quand les mères étaient, exemple, à la maison, le conjoint partait quand même travailler et pas 8 heures, 12 heures, 14 heures C'est ça. par jour. Fait que c'était pas la même chose, là. Puis on s'est jamais côtoyé 24 sur 24. Même à l'école, tu côtoies un certain temps. Tu sais, pendant 8 heures de temps ou 5 heures, je sais pas combien de temps la journée. Tu sais, clairement que tu n'irais pas à l'école, tu serais pas dans la même classe que ton frère. Tout à fait. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a des chicanes qui explosent dans la classe, là, tu sais. Exceptionnel. T'imagines-tu avoir un OSBL avec ta famille? Hey, fait que les voir à la maison, les voir au travail. Non, t'es complètement fou, là. Fait que c'est pour ça que on n'est pas fait... les gens sont pas habitués de vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Puis là, en plus, il faut que tu t'habitues au fait que la personne, elle travaille à la maison. Si tu travailles tout le temps en dehors de chez vous, là, quand tu quittes chez vous, là, tu quittes chez vous. Tu n'es plus chez vous, justement. Tu t'en vas au travail, tu es quelque part d'autre, tu changes d'ambiance, tu changes de personne. Là, les personnes qui travaillent à la maison, en ce moment, sont pognées à la maison. Puis là, en fait, le fait qu'ils soient pognés à la maison aussi, ça fait qu'ils ont d'autres responsabilités que le jour, ils ne font pas d'habitude. Justement, mettons, maman est là avec le bébé. « Ah, tu peux tenir le bébé pendant 2 minutes, je vais aller prendre ma douche. »
Mais il est pas supposé être là, mettons, monsieur, là, papa, maman. Et vice-versa aussi, ça peut être maman aussi qui dit la même chose, papa qui dit la même chose à maman. Mais dans ce sens-là, fait que c'est sûr que ça en met encore plus sur les épaules, puis ça change encore moins le quotidien, puis ça joue là, au niveau de la santé mentale sans cesse. Là. Ben, moi, je t'amène plutôt vers une question que je t'ai déjà posée à l'ancien organisme, mais que je pense qu'avec maintenant encore plus de bagages, que changerais-tu pour améliorer le sort de la clientèle vulnérable? Ben écoute, tout ce qui relie ça, c'est le système de la santé. Fait que je changerais le système de la santé. C'est ça. Ce qui n'est pas une mauvaise réponse, parce que clairement, c'est ce qui fait défaut présentement. Tout à fait. C'est ça, c'est la roue qui est un peu similaire entre toutes les clientèles. Qui rejoint. Puis qui est rejoint. Je sais que tu as eu beaucoup de plaisir à faire ton travail d'animatrice auprès des aînés, puis tu t'es découvert là-dedans aussi, parce que quand tu as pris cet emploi-là, au début, tu étais quand même réticente à cette clientèle. Est-ce que tu peux nous présenter ton aîné, puis quel est le cadeau qui t'a transmis par sa sagesse? Écoute, il y en a plusieurs, mais je pense que l'aîné qui m'a le plus touchée, je pense que c'est ma grand-mère, honnêtement. C'est pas ma grand-mère biologique. Ma mère, en fait, elle sortait avec son fils quand elle avait 20 ans, puis elle a gardé contact avec, dans le fond, la mère de lui, puis ma mère travaillait avec elle dans un bar, donc les deux étaient serveuses. Puis quand elle est tombée enceinte de moi 10 ans plus tard, ma mère est encore en contact avec, fait que j'ai gardé contact avec elle, je l'ai connue comme ça, puis c'est ma grand-maman aujourd'hui, puis c'est grand-maman, là, puis sa petite fille, puis sa première petite fille, tu sais. Puis cette femme-là est exceptionnelle, elle a un vécu hors du commun, là. Elle a eu le cancer à 35 ans, cancer du sein. Par la suite, ils ont dit qu'il restait 6 mois à vivre. Elle est encore en vie aujourd'hui. Elle a 84 ans, si je ne me trompe pas. Elle a eu par la suite 3 autres cancers qui ont suivi. Écoute, elle en a fait de la chimio, de la radio, du ci, du ça. Elle a travaillé pendant 30 ans dans une chapelle comme secrétaire. Elle travaillait avec les prêtres. Elle faisait du bénévolat. Elle ramassait des dons pour les femmes, les jeunes mères. Les jeunes mères, justement. Écoute, elle en a tellement fait. Elle a fait du bénévolat. Elle s'est même fait voler un moment donné son portefeuille quand elle était allée faire du bénévolat pour, genre, faire à la fin, là, tu sais, donner des paniers, de la bouffe, là. Puis elle était même pas fâchée. Elle était juste comme moi, j'aurais juste... Tu sais, j'avais besoin de cet argent-là, mais c'est pas grave, là, tu sais, genre, je vais m'arranger, tu sais, c'est tellement une femme d'une bonté, puis d'un caractère aussi, là, puis elle va te replacer, là, puis elle va te remettre dedans, elle va te replacer, là, vraiment. Puis elle a un côté très gangster en même temps, d'être un côté très, très, pour vrai, humaine, là, tu sais. Je peux lui dire vraiment n'importe quoi, tu peux lui dire n'importe quoi, tu peux lui dire que t'as fait 8 ans de prison pour meurtre, elle va être comme, OK. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, c'est comme, juste, OK, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, pas de jugement, une ouverture d'esprit hors du commun, puis je pense que elle m'a permis de grandir, justement, dans cette approche-là, tu sais. J'ai toujours pu lui dire n'importe quoi, puis jamais ça m'est revenu en pleine face, ou qu'elle a été fâchée, ou peu importe. Puis j'en ai fait des conneries, moi aussi, là, on s'entend. Puis peu importe, c'est toujours correct avec elle. Puis même si c'est moi, même si son gars, tu sais, elle a vécu, tu sais, avec bon, toxicomane, son ex-conjoint, il a été, il était pas fidèle et tout. Donc, puis elle voit ça quand même d'un point de vue positif, tu sais, puis je l'admets tellement pour ça, fait que pour vrai, sa sagesse, son vécu, ça m'a tellement apporté, puis ça m'aide tellement à me dire que, ben, je suis capable moi aussi. Si elle est capable, là, écoute, elle a travaillé jusqu'à 83 ans, là, à Chapelle. Wow. Fait que j'y donne mon chapeau, puis je me dis que moi aussi, je suis capable. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Irène. Irène. Bonjour, Irène. Quelle valeur elle t'a transmis, léguée, puis qui te permet d'exceller aujourd'hui? Honnêtement, l'ouverture d'esprit, c'est une valeur importante qu'elle m'a transmise. Le respect aussi, malgré le fait qu'on peut discuter de tout ou peu importe, le respect, c'est toujours quelque chose qui est important, pareil. Puis elle se gênait pas pour me replacer, là, si je faisais quelque chose, j'étais plus jeune, puis je faisais quoi que je sais pas se poser ou peu importe. Ou tu manquais simplement comme de respect. Ben, c'est pas le même que tu vas me parler, ma petite, là, tu sais. Tout à fait, tu sais. Puis c'est bien parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai le respect des autres, puis j'ai le respect envers moi-même aussi. Puis elle m'a toujours
montrer puis démontrer que tu es capable de faire plus. T'sais, elle a toujours eu confiance en moi, puis dans le fait que je suis capable de faire plus, elle m'a toujours encouragée. Puis je pense que ça me permet justement d'avoir la confiance en moi que j'ai aujourd'hui à ce niveau-là. Nice, c'est beau. Merci. Puis lors de la publication de cet épisode, oui. Que voudrais-tu qu'elle entende en t'écoutant? Que je l'aime beaucoup, puis qu'elle me manque énormément. Écoute, j'ai vu une fois un an, là, d'habitude, c'est ma grand-maman gâteau, là, on est tout le temps ensemble, là, puis je suis tout le temps en train de l'appeler, puis je suis tout le temps en train de la voir. J'allais y faire les ongles avant aussi, justement, tu sais, dans le temps où je faisais des ongles, j'allais même faire ses ongles, juste pour dire que j'allais la voir, là. C'était une excuse supplémentaire. Ouais, c'est ça. Là, faut faire tes ongles, tu sais, on s'est vu hier, ouais, faut faire tes ongles! Fait que, tu sais, j'étais souvent, je passais tout le temps la voir, ou même à sa job, peu importe. Fait que, dans le fond, je voudrais lui dire que qu'elle me manque beaucoup, que je l'aime beaucoup, puis que j'espère que ça va bien, malgré le fait que, en ce moment, c'est difficile pour elle. C'est le genre de femme un peu, tu sais, comme toi, là, active, là, justement, là, elle courait partout, bingo, elle s'en allait partout, là, littéralement, tout le temps en train de bouger, sortir. Elle trouvait des lifts. Elle se trouvait des lifts. Fait que là, maintenant, elle est pognée dans sa résidence, puis elle peut plus sortir, puis là, c'est totalement différent. Le de ce qu'elle a... De l'autonomie, de l'actif, du fait qu'elle était active à ce point-là. Donc, c'est de garder, dans le fond, le moral, pas juste à ma grand-mère, mais pour toutes les personnes aussi qui sont à l'extérieur, de garder le moral. C'est quoi la première chose que tu vas faire lorsque tu pourras la revoir sans restriction? Ah, je vais lui donner un gros French. OK, ouais, je vais lui donner un gros French. Ah, clairement, je vais lui donner un gros French. Puis je vais sûrement aller... j'imagine qu'on va sûrement aller au bingo aussi. Là. Ça fait longtemps que je suis pas allée au bingo aussi. T'aimes ça? Oui, j'aime ça, c'est le fun. C'est une petite aussi. activité, Ouais, c'est cool. J'aime ça comme sortie. C'est là je me dis, bon, ça me rajeunit pas, mais j'aime ça. C'est pas grave! Tu nous as parlé de tes réussites, Mm-hmm. tu nous as parlé de tes défis. Quel message que tu aimerais laisser aux auditeurs, aux étudiants, aux intervenants? Écoutez, de rester vous-même, peu importe qui vous êtes, dans quelle situation vous êtes, d'essayer le plus possible de rester authentique à vos valeurs, de rester authentique dans qui vous êtes, puis de pousser, puis que même si en ce moment c'est difficile, puis même si vous êtes plus capable, vous êtes au bout du rouleau, prenez le temps justement de vous écouter, d'écouter vos limites, de les identifier, puis de pas vous sentir mal justement quand vous les appliquez. Puis si vous vous sentez mal, vous pouvez même les expliquer pourquoi vos limites. Tu sais, moi, des fois, c'est difficile justement de les exprimer puis de les identifier, mais j'explique pourquoi c'est une limite pour moi. Parce que, OK, je vais quitter parce que je suis fatiguée. Tu sais, on peut donner une excuse, peut-être que ça fait que tu te sens mieux avec toi-même, mais d'essayer de trouver la façon de rester fidèle à toi-même. Ben merci pour ce beau partage. C'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Bianca pour sa participation. Merci. Ben merci à vous autres, ça me fait plaisir. Je vous invite à consulter le www.mauve.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram. Ou sinon, vous pouvez directement nous contacter au 514-708-MAUVE, le 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une toute belle journée sereine. À bientôt!